madame Leraubourg avaient le même âge, mais monsieur paraissait plus jeune, bien qu'il fût le plus affaibli des deux. Ils vivaient près de Mantes, dans une jolie campagne qu'ils avaient créée après fortune faite en vendant des rouenneries. La maison était entourée d'un joli jardin comprenant basse-cour, kiosque chinois et une petite sève tout au bout de la propriété. Monsieur Leraubourg était court, rond, jovial, d'une jovialité de boutiquier, bon vivant. Sa femme, maigre, volontaire, toujours mécontente, n'était pas parvenue à vaincre la bonne humeur de son époux. Elle se teignait les cheveux, lisait parfois des romans qui lui faisaient passer des rêves dans l'âme, bien qu'elle affectât de mépriser ces sortes d'écrits. On la disait passionnée, bien qu'elle n'eût jamais rien fait pour autoriser cette opinion. Et son mari disait parfois, ma femme, c'est une gaillarde, ce qui éveillait quelques suppositions. Depuis quelques années, cependant, elle se montrait agressive avec M. Leraubourg, toujours irritée et dure, comme si un chagrin secret et inavouable l'eût torturée. Une sorte de mésintelligence en résultat, et il ne se parlait plus qu'à peine. Et madame, qui s'appelait Palmy, accablait sans cesse monsieur, qui s'appelait Gustave. De compliments désobligeants, d'allusions blessantes, de paroles acerbes, sans raison apparente. Il courbait le dos, ennuyé, mais gai quand même. Doué d'un tel fond de contentement qu'il prenait son parti de ses tracasseries intimes. Il se demandait cependant quelle cause inconnue pouvait aigrir ainsi de plus en plus sa compagne, car il sentait bien que son irritation avait une raison cachée, mais si difficile à pénétrer qu'il y perdait tous ses efforts. Il lui demandait souvent « Voyons, ma bonne, dis-moi ce que tu as contre moi, je sens bien que tu me dissimules quelque chose. » Elle répondait invariablement « Mais je n'ai rien, absolument rien. D'ailleurs, si j'avais quelques sujets de mécontentement, ce serait à toi de le deviner. J'ai horreur de ces hommes qui ne devinent rien, qui sont tellement mous et incapables qu'il faut leur venir en aide pour qu'ils comprennent la moindre des choses. » Il murmurait « Je vois bien que tu ne veux rien dire. » Et il s'éloignait en cherchant le mystère. Les nuits, surtout, devenaient très pénibles pour M. Leraubourg. Ils partageaient le même lit comme on fait dans les bons et simples ménages. Il n'était pas alors de vexation dont elle n'usa à son égard. Elle choisissait le moment où ils étaient couchés côte à côte pour l'accabler de ses rêveries les plus vives. Elle lui reprochait principalement d'engraisser. Tu tiens toute la place quand tu deviens gros, et tu me suis dans le dos comme du lard fondu, si tu crois que ça m'est à gare. Elle le forçait à se relever sous le moindre prétexte, l'envoyant chercher en bas un journal qu'elle avait oublié, ou bien la bouteille d'eau de fleurs d'oranger qu'il ne trouvait pas, car elle l'avait cachée. Alors elle s'écriait d'un ton furieux et sarcastique « Non, tu devrais quand même savoir où on trouve ça, grand nigo !» Lorsqu'il avait erré pendant 1 heure dans la maison endormie et qu'il remontait les mains vides, elle lui disait pour tout remerciement « Alors, recouche-toi, ça te fera maigrir de te promener un peu, tu deviens flasque comme une éponge. » Elle le réveillait à tout moment, affirmant qu'elle souffrait de crampes d'estomac et exigeait qu'il lui frictionnât le ventre avec de la flanelle imbibée de Cologne. Il s'efforçait de la guérir, désolé de la voir malade, et il proposait d'aller réveiller Céleste, leur bonne. Alors elle se fâchait tout à fait. Faut-il qu'il soit bête, ce grand dindon? Alors c'est fini, je n'ai plus mal, rendors-toi. Mais c'est bien sûr que tu ne souffres pas. Non, tais-toi, tu es incapable de rien faire, même de frictionner une femme. Mais pas de même, fiche-moi la paix. Et elle se tournait vers le mur. Or, une nuit, elle le réveilla si brusquement qu'il fit un bond de peur. Qui es-tu? J'ai entendu du bruit dans la maison. Accoutumé aux fréquentes alertes de Madame Leraubourg, il ne s'inquiéta pas outre mesure. Du bruit, ma chérie, mais quel bruit? Mais du bruit, des bruits de pas, il y a quelqu'un. Quelqu'un? Tu crois? Mais non, tu dois te tromper d'ailleurs, qui veux-tu que ce soit? Mais qui, des voleurs imbéciles? Il se renfonça sous les draps. Alors, furieuse, elle repoussa la couverture et sortant du lit. Tu es donc aussi lâche qu'incapable. Dans tous les cas, je ne me laisserai pas massacrer grâce à ta pusillanimité. Et saisissant les bases de la cheminée, elle se porta debout devant la porte verrouillée dans une attitude de combat. Ému de cet exemple de vaillance, honteux peut-être,
Il se leva à son tour en rechignant et sans quitter son bonnet de nuit, prit la pelle et se posa vis-à-vis de sa moitié. Ils attendirent 20 minutes dans le plus grand des silences. Aucun bruit nouveau ne troubla le repos de la maison. Alors, furieuse, Madame regagna son lit en déclarant « Je suis sûr pourtant qu'il y avait quelqu'un !» Pour éviter quelques querelles, il ne fit aucune allusion pendant le jour à cette panique. Mais, la nuit suivante, « Gustave, on vient d'ouvrir la porte du jardin !» Étonné de cette persistance, il crut sa femme atteinte de somnambulisme. Il allait s'efforcer de réveiller ce sommeil dangereux quand il lui sembla entendre en effet un léger bruit sous les murs du jardin. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et il vit une ombre blanche qui traversait vivement une allée. Il y a quelqu'un? Et soulevé tout à coup par une formidable colère de propriétaire, elle attendit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une terreur folle l'envahissait. Ils avaient tué son Gustave, sans doute, saisi, garrotté, étranglé. Et lui mieux aimait entendre les coups de fusil, savoir qu'il se battait, qu'il se défendait. Mais ce silence, ce grand silence de ma campagne. Elle alla sonner Céleste. Céleste ne vint pas, Céleste ne répondit pas. Gustave. Elle colla contre le vitrage, son front brûlant, cherchant à pénétrer les ténèbres du dehors. Mais elle ne distingua rien que les ombres plus noires des massifs, à côté des traces grises des arbres. Elle ne le revenait plus, son Gustave, elle ne le revenait plus. Gustave. D'où viens-tu, sale bête? Alors comme ça, tu me laisses crever de peur toute seule. Tu ne t'inquiètes pas plus de moi que si je n'existais pas. Monsieur le Robot riait. Si tu savais ce que j'ai vu, si tu savais ce que j'ai vu. C'était Céleste qui avait un rendez-vous dans la serre, si tu savais ce que je veux dire. Quoi? Céleste, dans ma maison, dans ma serre, et tu n'as pas pu l'homme, un complice, tu avais un fusil, tu n'as pas pu l'homme. Si tu savais ce que j'ai vu, si tu savais ce que j'ai vu. Je ne veux pas que cette fille reste un jour de plus chez moi, pas une heure, pas un jour. Quand elle va rentrer, nous allons la jeter dehors. Mais monsieur le Robot avait saisi sa femme par la taille et lui plantait dans le cou des rangs de baisers, des baisers à bruit comme jadis. Elle se tut, percluse d'étonnement, et il l'entraînait doucement vers le lit. Vers 9 heures du matin, Céleste, étonnée de ne pas encore voir ses maîtres qui se levaient toujours de bonne heure, vint frapper à leur porte. Toc, 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 toc. Ils étaient couchés côte à côte et causaient gentiment. Madame, c'est le café au lait qu'il est 9 heures. Apporte-le ici, ma fille. Nous sommes un peu fatigués, nous avons très mal dormi. À peine la bonne fut-elle repartie, que monsieur le Robot se mit à rire en chatouillant sa femme. Mais elle lui prit les mains. Voyons, mon chéri, reste tranquille. Si tu ris tant que ça, tu vas te faire mal. Madame le Robot n'a plus d'aigreur. Par la nuit claire, quelquefois, les deux époux s'en vont à pas furtifs le long des plates-bandes et des massifs jusqu'à la petite serre au bout du jardin. Et ils restent là, blottis l'un près de l'autre contre le vitrage,
comme s'il regardait au-dedans une chose étrange et pleine d'intérêt. Ils ont augmenté les gages de Céleste. Monsieur le Rebourg a maigri.